Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. La récente élection présidentielle au Burkina Faso s'est déroulée dans un climat apaisé avec un taux de participation respectable. Des performances saluées par les observateurs qui s'interrogent tout de même sur le nombre trop élevé de bulletins nuls. Le Burundi s'enfonce un peu plus dans la violence pour chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza, dont la réélection est vivement contestée. Edouard Nshimirimana, ancien officier de l'armée, a créé sa propre rébellion. Et au Zimbabwe, le nouveau délai donné aux sociétés étrangères pour qu'elles cèdent la majorité de leur part à des investisseurs locaux est fixé au 31 mars 2016. Cette loi d'indigénisation fait pourtant toujours autant polémique. Avec plus de 53% des voix, Roch-Marc Christian Kaboré a été élu à la tête du Burkina Faso dès le premier tour. Et si les observateurs ont salué le déroulement de ce scrutin, certains s'inquiètent du nombre élevé de bulletins nuls, à savoir 144 000. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré, commentaire Anne-Marie Diaz-Borges. Faut-il instituer le vote obligatoire au Burkina Faso après les élections du 29 novembre 2015 qui ont vu la victoire de Roch-Marc Christian Kaboré? La question se pose. Selon la CODEL, la Convention des organisations de la société civile qui a déployé plus de 6 000 observateurs pour la surveillance domestique des élections, le taux d'abstention est d'environ 28%. Une situation qui s'explique selon Maître Alidou Ouedraogo, avocat et président de la CODEL, par le manque de confiance et d'éducation citoyenne. Depuis 1990, quand nous nous sommes donné la constitution de la 4e République, il y avait un vent d'espoir. Mais la confiscation des volontés des populations, la confiscation de la citoyenneté ont fait de telle sorte que les gens se sont éloignés des élections. Ils ne s'inscrivaient pas, ils ne votaient pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas une liste électorale qui comportait plus de 4 millions d'électeurs, alors que nous sommes censés être 17 millions aujourd'hui à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, quel que soit le miroir qui se présente, les gens ont tendance à voir ça comme des miroirs à alouettes. Alors que le troisième à l'élection présidentielle obtenait 96 377 voix, le nombre de bulletins nuls est estimé à 144 000. Une situation assez inquiétante pour nombre d'observateurs qui souhaitent une plus grande sensibilisation à l'endroit des populations. Aller dans le sens de l'éducation citoyenne, l'éducation à prendre en charge ces problèmes, à les proposer à traitement, à suivre effectivement ces problèmes et la manière dont ils sont traités et à recréer une confiance dans le cadre d'une population réconciliée. La promotion et la protection des droits humains comprend par exemple le respect de la femme, comprend par exemple l'exigence de l'emploi, comprend par exemple l'exigence de la bonne gouvernance, comprend un certain nombre de situations qui effectivement poussent les populations à prendre en charge la gestion de leur cité. Sur plus de 5,5 millions d'inscrits, seulement un peu plus de 3 millions de personnes ont voté lors des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. Notons que de 1991 à 2015 au Burkina Faso, le taux de participation est passé de 25,28% à environ 60%, selon une étude du Centre pour la gouvernance démocratique. Le président guinéen Alpha Condé a nommé un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Mamadi Youla, issu du secteur privé. Il a travaillé quelque temps au ministère des Mines. Il est dorénavant chargé de former un gouvernement tourné, et je cite le communiqué officiel, vers la création d'emplois, la jeunesse et la reprise économique. Nouveau report des élections en Centrafrique. Elles devaient avoir lieu ce dimanche, mais les autorités de transition ont préféré les repousser au 30 décembre aux causes, non pas la situation sécuritaire, mais des problèmes logistiques en lien notamment avec la formation des agents électoraux. Olivia Yeridoué. Après le report annoncé au 30 décembre 2015 des élections législatives et présidentielles en Centrafrique, les candidats réagissent. Si certains se disent prêts pour ces scrutins, d'autres demandent un report plus important. Ces 3 jours de report m'arrangent parce que certaines villes me réclament et je vais en profiter avec mon staff, avec ma direction nationale de campagne pour replanifier un certain nombre d'activités. Dans tous les cas, nous étions prêts pour le 27 et nous serons encore davantage pour le 30. Pour Désiré Kolingba, candidat du Rassemblement démocratique centrafricain, le report est jugé trop court pour résoudre toutes les difficultés. Il faut mieux donner la latitude à l'Agence nationale des élections pour faire un travail correct, que ça ne puisse souffrir d'aucune contestation post-électorale.
Ce sont des élections cruciales pour la République centrafricaine. S'il y a des difficultés, il faut les résoudre avant que nous ne puissions tomber dans des situations incontrôlables. D'autres candidats sont plus pessimistes et estiment que les élections n'auront pas lieu à la date annoncée. C'est un processus électoral qui est de toute évidence mal maîtrisé et irréaliste. Et si aujourd'hui on repousse de 3 jours pour les principales raisons qui sont qu'il y a un problème d'organisation, que les urnes n'ont pas été encore acheminées dans l'arrière-pays. Si la seconde raison, c'est qu'il y a un problème de formation des agents. Tout ça, c'est un peu ridicule parce que déjà, ça se prépare à l'avance, ce type d'élection. Donc même pour le 30, je n'y crois pas. C'est inutile de se précipiter pour aller vers des élections qui ne pourront qu'enflammer la situation actuelle qui a toujours pas été réglée. Prévu dimanche 27 décembre 2015, les élections législatives et présidentielles en République centrafricaine ont été reportées pour la 8e fois en un peu moins de 2 ans du fait de problèmes logistiques. Les nombreux points juridiques que soulève ce report sont en passe d'être réglés. L'autorité nationale des élections a indiqué notamment que la campagne électorale qui devait s'achever ce vendredi 25 décembre 2015 était prolongée jusqu'à lundi 28 décembre à minuit. Enfin, sur la question de la tenue des élections un dimanche, comme le prévoyait le code électoral, le comité stratégique de suivi des élections compterait invoquer les articles 73 et 75 du code qui permettent de changer la date en cas de force majeure. Situation particulièrement tendue au Burundi, alors que le pouvoir a refusé le déploiement d'une opération militaire de l'Union africaine sur son sol. L'ancien officier supérieur de l'armée, Edouard Nshimirimana, a créé les forces républicaines du Burundi pour contrer le président Pierre Nkurunziza à Roi-Barkala. C'est une nouvelle étape dans la crise burundaise. L'ancien officier supérieur de l'armée, Edouard Nshimirimana, a proclamé mercredi 23 décembre 2015 la création du Forebu, les forces républicaines du Burundi, une rébellion regroupant, selon l'ex-militaire, les principaux groupes armés opérant dans le pays. Leur objectif, chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza. Face à la violence féroce de l'État et suite au refus catégorique et arrogant de tout dialogue, nous nous devons de protéger les populations et redonner toute sa vigueur à l'esprit de l'accord d'Arusha. De leur côté, les autorités burundaises se disent peu inquiètes face aux menaces du Forebu et doutent de la capacité de nuisance de ce mouvement contestataire. Il n'y a pas d'éléments armés qui se cachent dans la province du Bujumbura rural. Il peut y avoir quelques civils qui détiennent des armes illégalement. C'est la raison d'être du désarmement forcé actuel. Alors que la situation se dégrade de jour en jour, l'Union africaine prévoit de déployer 5000 hommes sur le territoire burundais. Une décision à laquelle les autorités burundaises s'opposent catégoriquement. Face à ce refus, l'Union africaine peut, en vertu de l'article 4 de sa charte, envoyer une mission de maintien de la paix sans accord de l'exécutif. Mais ira-t-elle vraiment jusqu'au bout? La question reste en suspens. Si le gouvernement burundais continue à refuser l'envoi de ses troupes, et que l'Union africaine décide d'envoyer ses troupes, on peut craindre une grande violence dans un temps court, limité, disons, une sorte de vengeance sur la population. Parallèlement à cette menace de l'institution panafricaine, le président ougandais Yoweri Museveni, médiateur de la crise burundaise, a annoncé la reprise du dialogue inter-burundais à Kampala ce 28 décembre 2015. Des pourparlers dans la capitale ougandaise qui ambitionnent de réunir autour d'une même table des négociations toutes les parties prenantes de la crise au Burundi. Et toujours au Burundi, la répression meurtrière du 11 décembre a laissé de nombreuses familles sans nouvelles de leurs proches. Ont-ils perdu la vie au cours de cette journée? Ont-ils été arrêtés par la police? Face à tant de questions, ces familles en appellent à la communauté internationale. Elles exigent une enquête indépendante. Au Zimbabwe, le gouvernement prolonge le délai d'indigénisation des sociétés étrangères. Elles devront ainsi céder la majorité de leur part à des investisseurs locaux avant le 31 mars 2016. Les lois d'indigénisation de 2007 mises en place par le président zimbabwéen Robert Mugabe exigent que 51% des parts d'une entreprise étrangère soient détenues par des Zimbabwéens, une condition qui représente un obstacle majeur pour les investissements étrangers. Birama Saonera. 31 mars 2016, c'est le nouveau délai d'indigénisation accordé aux sociétés au Zimbabwe.
Adoptée en 2008 par le président Robert Mugabe, la loi sur l'indigénisation exige des entreprises étrangères qu'elles cèdent la majorité de leur part à des investisseurs locaux. Toutes les sociétés qui n'ont pas encore soumis leur plan d'indigénisation tel que l'exige la loi devront le faire avant l'expiration du délai fixé au 31 mars 2016. Celles-ci peuvent continuer à travailler dans tous les secteurs de l'économie, mais devront payer un tribut de non-observance. Au Zimbabwe, la loi sur l'indigénisation a créé une profonde incertitude dans les milieux d'affaires. Certaines organisations, à l'instar du Fonds monétaire international, ont exhorté le Zimbabwe à réviser sa politique d'indigénisation. Pour des observateurs, cette mesure gouvernementale représente un obstacle majeur pour les investissements étrangers et le développement économique du pays. Ce n'est pas une politique qui va dans le bon sens des affaires au Zimbabwe, qui dit majorité des parts, dit aussi, veut dire majorité des décisions. Et on voit mal comment les sociétés étrangères qui dépendent des maisons mères qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, peuvent accepter que les décisions de ces entreprises dépendent des Zimbabwéens. Avec cette politique au niveau des affaires, il y aura beaucoup de départs des entreprises et on aura le Zimbabwe qui va se retrouver dans une phase de paupérisation de sa population. L'adoption des lois d'indigénisation et de la réforme agraire marquée par l'expropriation des fermiers blancs a plongé le pays dans une crise économique sans précédent. Selon les projections, la croissance économique ne devrait pas dépasser 1,5% au lieu des 3,2% initialement prévus pour 2015. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.